Cette journée de folie, faut le dire, je vous sens déchaîné, je vous sens très rock'n'roll. Avec un personnage qui lui-même n'incite pas au calme, puisqu'on parlait de Punisher, et pour l'occasion on a convié un monsieur qui a déjà fait une thèse sur Punisher, c'est ça? Un mémoire. Un mémoire. Donc Théo Touré, qui est universitaire, qui a fait un mémoire sur le Punisher, qui va vous expliquer que je spoil un peu, mais qu'en gros, ce personnage ne se limite pas à un mec avec des flingues. Il y a un peu de ça, mais il n'y a pas que ça. C'est ça. Donc, déjà, si vous pouvez l'encourager, parce qu'il a couru sous la pluie pour venir, voilà. Merci. Et puis, je vous laisse en bonne compagnie, et donc, avec un homme en colère, non pas Théo, mais le type derrière, et bonne conférence. Merci Xavier. Alors bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui je vais vous parler du Punisher, le portrait d'un justicier troublé dans l'Amérique post-Vietnam. Alors on va commencer par un petit peu de contexte, parce que c'est important quand on parle des comics, notamment du Punisher. Il faut tout d'abord replacer l'apparition du personnage dans un contexte bien particulier, celle des États-Unis des années 70. Tout d'abord, c'est une période de guerre pour les États-Unis, embourbée dans la guerre du Vietnam depuis 1964. Leur supériorité technique, malgré la supériorité technique, les forces sur place n'arrivent pas à s'imposer face aux rebelles et au Vietnam communiste. Et la guerre commence à coûter tant en hommes qu'en tant que moyens. Les soldats ils s'embourbent et ils vont mourir dans une jungle face à des tactiques de guérilla. De plus, la médiatisation du conflit présente les horreurs de la guerre au grand public américain. Ils voient leurs jeunes se transformer en criminels de guerre avec l'utilisation du napalm ou de l'agent orange. Ils voient également toute une génération psychologiquement et physiquement abîmée rentrer au pays. Des vétérans rentrent de la guerre avec des troubles de stress post-traumatique, le syndrome de la culpabilité du survivant, les shell shock, c'est-à-dire le bruit des obus qui revient. Donc c'est vraiment tout un trauma. Et en plus de ça, dans les années 74, il y a le scandale du Watergate qui éclate, qui est un scandale d'espionnage politique de la part du président Nixon, que vous pouvez voir ici présent sur le diapo, qui fait que à la fin des années 70, à peine 18% des Américains ont confiance dans leur gouvernement, et plus de la moitié des Américains sont contre la guerre. Donc c'est dans ce contexte bien particulier et incertain qu'on a tout un ensemble d'œuvres culturelles qui voient le jour, des œuvres culturelles bien plus sombres et matures que ce à quoi est habitué le public. Des films comme Dirty Harry, qui a servi d'inspiration pour le Punisher, Taxi Driver ou un peu plus tard Rambo First Blood par exemple, nous présentent des anti-héros pragmatiques, abîmés par des vies difficiles ou la guerre, qui doivent faire face à la lie de l'humanité, doivent faire face à leurs démons, et en même temps d'un certain pragmatisme face aux injustices et à la criminalité. Le monde des comics évolue en même temps que le reste de la société. Alors qu'on rentre dans ce qu'on appelle l'âge de bronze des comics, les auteurs et les maisons d'édition commencent à raconter des histoires plus matures, plus difficiles, confrontant les héros à leurs propres failles, des tragédies lourdes. On peut penser par exemple à la série Green Arrow Green Lantern, où on voit Roy Harper, le sidekick de Green Arrow, qui souffre de problèmes de drogue, ou encore la mort de Gwen Stacy, la petite amie de Spider-Man, dans les années 73. Donc c'est vraiment des comics qui marquent un tournant un petit peu. Et c'est dans ce contexte-là qu'apparaît le Punisher, Frank Castle. Il apparaît en février 1974 dans The Amazing Spider-Man, sous la plume de Gary Conway. Et sa première apparition n'est pas très glorieuse. Le personnage est dupé par un super vilain, le Chacal, et la presse, et il devient persuadé que Spider-Man est un criminel et qu'il mérite le traitement que le Punisher réserve à tous les hors-la-loi, la mort. On n'en sait plus sur ses motivations, si ce n'est qu'il a un passé de vétéran et qu'il traque et tue les criminels. Malgré la narration simpliste de ce numéro, le personnage intrigue. Son esthétique, la célèbre tête de mort sur le torse, en fait une figure intimidante. Il n'a pas de super pouvoir, juste un énorme arsenal, son entraînement et sa pugnacité. Gary Conway précise alors dans une interview que le personnage séduit instantanément le public. Et c'est en 1975, dans Marvel Preview 2, qu'on apprend vraiment qu'il a le droit à son premier numéro individuel. On apprend les origines du Punisher. Vétéran de guerre plusieurs fois décoré, il se balade au parc avec sa famille alors qu'il rentre au pays. Il tombe par hasard sur des gangsters en train de massacrer un homme qui les voit comme témoin et qui décide de fusiller toute sa famille devant lui. À son réveil, il décide de se venger, de traquer les criminels et de tous les tuer.
Si les origines du Punisher seront précisées, réécrites et affinées avec le temps, les constantes du personnage seront définies dans ce numéro, qui reste vrai pour une grande majorité de ses publications, jusque dans les années 70. Le Punisher est un vétéran de guerre, c'est là-bas qu'il a appris à tuer de toutes les manières. Frank Castle est mort en même temps que sa famille, et vu qu'il est en guerre contre le crime, même s'il admet à plusieurs reprises qu'il est peut-être fou, il n'en demeure pas moins que sa mission continue quoi qu'il en coûte. Il prend rarement du plaisir à tuer. En général, il fait plus souvent preuve de cynisme ou d'une forme de satisfaction personnelle, mais c'est pas du sadisme, à proprement parler. Et enfin, il ne recule devant aucune méthode pour lutter contre le crime. Kidnapping, torture, chantage, barbarie. Il n'a aucune morale ou éthique quand cela concerne les criminels. C'est ainsi que beaucoup de ces histoires, car avant tout c'est un soldat, commencent par, comme nous le livrait le narrateur en haut dans la page de la BD, journal de guerre, entrée numéro. Et chaque tome commence souvent par cette journal de guerre entrée, qui implique vraiment comme s'il était en monologue intérieur et qui nous enregistrait sur un microphone des rapports militaires. L'une des caractéristiques fondamentales du Punisher, c'est son passé de soldat. C'est au fond qu'il a appris un entraînement intensif aux armes à feu, explosifs et véhicules militaires, résister et pratiquer à la torture, survie en milieu inhospitalier et le combat à main nue à l'arme blanche. Il a également appris une discipline rigoureuse, un pragmatisme certain et une vision très sombre du monde. C'est pour ça que le personnage apparaît plusieurs fois dans plusieurs publications qui tournent autour du Vietnam, notamment la série The Nam, qui tourne un petit peu dans les années 70 et 80, qui raconte des histoires de guerre et de fou en fait, en comics. Et donc vous pouvez le voir sur la cover d'un des numéros. Et si vraiment j'ai un conseil de lecture, c'est aussi pour ça que vous êtes là, essayez de choper des bons conseils de lecture, on a de la chance parce qu'il y a le dessinateur qui est présent cette année sur le salon, ça serait la série Punisher Born en 2003, de Garth Ennis et Derek Robertson, qui est vraiment exceptionnel, qui nous place Frank Castle et qui nous fait un petit peu l'origine du personnage. Elle nous place Frank Castle comme officier dans une base fictive au Vietnam, alors qu'il est en mission. Elle nous montre d'une manière très graphique le prix de la guerre, au travers de Frank et de l'histoire sans unité. Les soldats sont en pression constante dans la jungle, tombant sous les embuscades. En l'espace de 5 pages à peine, on a vu une embuscade sanglante, une contre-attaque encore plus violente, un viol et l'exécution d'une prisonnière, un soldat en train de se droguer, de se shooter à l'héroïne, et un officier abattre froidement l'un de ses subordonnés. Donc en à peine 5 pages, c'est un véritable déluge de violence qui a lieu. Alors bien évidemment, vous en doutez, vu un peu le personnage duquel on parle, j'ai pas pu mettre toutes les images parce qu'on est sur un salon ouvert à grand public, donc je savais pas trop qui serait là, qui aurait accès à l'écran. Il y a certaines images que j'ai malheureusement pas pu mettre dans la présentation. Alors que l'histoire continue, l'étau se resserre de plus en plus sur la base américaine qui n'a pas de renfort, alors que le Vietnam communiste s'apprête à tous les exterminer. Et alors que Frank est pris dans le champ de bataille, comme vous pouvez le voir sur la diapo, on a l'impression qu'il y a une entité qui se met à lui parler dans sa tête, comme la mort ou la guerre, on ne sait pas. Et alors que Frank est en train de se battre et de massacrer des Vietnamiens, et la voix lui dit « Il est temps de te décider, Frank. Tu as été touché 3 fois, 4 fois, tu vas griller le canon de ton arme sans tarder. Je peux t'aider si tu dis le mot. Tu en meurs d'envie, Frank, 3 fois au Vietnam. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Je peux tout te sauver, mais dis-moi le mot. Tu dois le dire, tu veux une guerre sans fin. » Et la dernière image du comics, c'est justement le Punisher, seul survivant de la base, qui dit oui à la mort et oui à la guerre. C'est ça qu'il veut, c'est ça qu'il est, avant tout, un tueur. Un soldat et un tueur. Ainsi, le Vietnam est essentiel pour comprendre le personnage de Captain America. Ce qui est assez intéressant d'ailleurs, c'est que depuis les années 2010, on essaie de replacer le personnage dans un contexte plus moderne, parce que sinon il commencerait à être sacrément vieux depuis la guerre du Vietnam. Et du coup, on a décidé de le replacer dans certains conflits qui ne sont pas anodins. On pense à la guerre du Golfe, la guerre d'Afghanistan, la guerre d'Irak. La guerre d'Afghanistan, c'est le cas de la série Netflix d'ailleurs, sur le Punisher. C'est pas anodin du tout, c'est aussi considéré comme le Vietnam, un peu comme si vous me pardonnez l'expression, des sales guerres. Parce que justement, si on parle de Punisher, il faut parler de son penchant un peu plus sympathique, Captain America.
Dans les années 40, les États-Unis sont ce qu'on appelle, à cette époque-là, la génération américaine des années 40 est appelée la Greatest Generation. Dans les années 40, l'American Way of Life, le mode de vie américain, cartonne. Et l'Amérique est libératrice du fascisme et du nazisme, à la fois en Asie et en Europe. Le modèle de consommation économique américain cartonne, et c'est véritablement un âge d'or pour les Américains qui en plus sortent d'une crise économique. Et ainsi, dans les années 40, on distribue des comics de Captain America aux soldats sur le front pour financer l'effort de guerre. Vous pouvez le voir donner un coup de poing à Hitler ici. Et ce qui est assez intéressant justement, c'est l'opposition entre ces deux personnages, tout simplement parce que, ce qui est également le cas quand Captain America rejoint les Avengers en 1960, c'est véritablement les deux facettes d'une même pièce. C'est-à-dire que Captain America est un personnage extrêmement noble. Il ne se compromet jamais. Il met toujours un point d'honneur à essayer de faire en sorte que les prisonniers aillent en prison. Il est prêt à écouter, à éduquer, et c'est un leader. Il vient d'une bonne guerre, entre guillemets. C'est-à-dire, c'est comme ça qu'on l'appelait d'ailleurs dans les années 40, la bonne guerre, c'est-à-dire la guerre contre le nazisme, la guerre des libertés, la guerre des héros. Le Punisher, lui, est l'enfant d'une Amérique en crise, d'une guerre longue pour des raisons moins claires, où les États-Unis ne sont pas l'outsider, mais sont l'agresseur, et qui, en déferlant des moyens techniques illimités sur des gens dans des forêts, sur des populations civiles. C'est ainsi qu'il est le héros d'une sale guerre, et il tue les criminels, juges, jurés et bourreaux. Cette disparité entre les personnages apparaît par exemple dans une série, ça apparaît souvent à chaque fois qu'ils se retrouvent, mais dans Blood and Glory des années 90, les deux personnages se battent ensemble contre des criminels, et alors que le Punisher tire une balle dans la tête de l'un d'entre eux, Captain America forcément et lui se confrontent, et le Punisher dit à Captain America: jouez selon les règles au Vietnam, vous allez rentrer au pays dans un sac mortuaire. Survivre dans ce pays était une question de savoir frapper en dessous de la ceinture. Le scout, là, en parlant de Captain America, il pense différemment. Il agit comme si on était encore le jour du débarquement, chargeant sur une plage l'air et tout. Donc vraiment, on voit bien la différence et le clivage entre les deux personnages, ici. L'opposition apparaît encore dans le Fantastic Civil War, le premier du nom, 2007, alors que les super-héros sont divisés autour d'une loi réclamant que les super-héros deviennent des travailleurs d'État, surveillés, sans droit à l'anonymité. Captain America dirige des insurgés contre Iron Man. Alors que des criminels, d'anciens criminels plus ou moins reconvertis, cherchent à rejoindre le camp de Captain America, le Punisher arrive par derrière et leur tire froidement chacun une balle dans la tête. Forcément, Captain America se ruse sur lui, commence à le tabasser, et alors en l'insultant de meurtrier et de psychopathe. Et alors on voit bien que le Punisher ne se défend pas. Et quand le lecteur est un peu surpris face à cette réaction, Spider-Man nous explique que c'est certainement parce qu'il est fan de Captain America qu'il a signé pour partir au Vietnam. C'est les mêmes hommes, c'est juste qu'ils n'ont pas fait la même guerre. Et d'ailleurs, quand à la fin de Civil War, Captain America est porté disparu, le Punisher essaye pendant un moment de porter son uniforme. Ça dure pas très longtemps et ça se passe assez mal. Très rapidement, il abandonne l'uniforme car il estime que le prix du symbole est trop lourd à porter. Ne pas tuer est trop difficile. Ce qui nous amène, du coup, après avoir présenté un petit peu justement cette comparaison sur qu'est-ce que la représentation du Punisher véritablement, son symbolisme, qu'est-ce qu'il veut dire. Et pour ça, je me penche brièvement sur ce qu'on appelle le mouvement néoconservateur. C'est un mouvement qui est né dans les années 60, c'est idéologique, politique, culturel. À la fin des années 60, en fait, les États-Unis ont eu un fort mouvement de progression sociale. On a eu les marches des civil rights, on a eu des volontés de la part des Afro-Américains d'être à égalité, on a eu des marches féministes, on a eu des mouvements et des concerts contre la guerre du Vietnam. Et en fait, le mouvement néoconservateur met en avant le fait que la middle class, la classe moyenne, les cols bleus, c'est-à-dire l'Amérique des campagnes et des petites villes généralement blanches, est laissée pour compte dans les réformes sociales des années 60. Que l'Américain moyen voit ses impôts augmenter au profit de droits sociaux auxquels lui-même n'a pas le droit. C'est là ce que le président Nixon appelle la majorité silencieuse. Et le mouvement continue jusqu'au président Reagan et puis Bush par la suite. On est loin des mouvements sociaux, alors on rentre dans une Amérique de la classe moyenne, de la majorité. En même temps, les comics se durcissent. On rentre dans la dystopie, cette espèce de déformation de l'histoire
où on réécrit un petit peu l'histoire de manière assez sombre et présente des histoires sombres et dures. On a les Watchmen, par exemple, on a Dark Knight, qui date de cette époque-là. La criminalité augmente également énormément aux États-Unis à cette période. Les récits super-héros se mettent alors à parler de crimes sexuels, de politiciens corrompus, de fusillades de masse. Vraiment, le ton se durcit. C'est l'une des meilleures périodes de vente des comics du Punisher. Il devient alors un petit peu le personnage un repère dans une Amérique en doute. On a des histoires où il infiltre par exemple un réseau de trafic de drogue dans un lycée en se faisant passer pour un professeur d'éducation sociale. Et ça se termine, c'est le diapo tout à gauche, ça se termine en fait avec lui qui laisse un dealer, un des jeunes étudiants, se noyer sans l'aider. Et il annonce aux autres enfants que si jamais ils se mettent à toucher à la drogue, il reviendra pour les tuer. Donc voilà, ici d'ailleurs Rousseau et le contrat social dans ce numéro, c'est très rigolo. On a des histoires où un groupe de politiques industriels essaye de l'engager pour tuer un lanceur d'alerte, the whistleblower, c'est-à-dire lanceur d'alerte, c'est-à-dire quelqu'un qui annonce, qui dévoile toutes les sphères de corruption de Wall Street. Il se rend compte de la supercherie et tue et massacre tous les politiques et industriels concernés. Et voilà, toutes ces histoires des années 80, qui sont en général nommées War Journal, journal de guerre, le voit massacrer du politicien, du pédophile, des trafiquants de drogue, vraiment c'est un carnage. Ainsi, le personnage se confronte à tout ce qu'il y a de pire, tout ce qui fait peur aux Américains et à la classe moyenne de l'époque, réellement peur, politiquement peur. Et alors, il renvoie une Amérique dure. Il renvoie une Amérique à certains fondements de la culture même américaine. Il renvoie alors au fait que la ville devient une jungle, un environnement hostile et vicié. Et comme les cow-boys de la première heure, présents sur la frontière de l'Ouest à l'époque, on peut le revoir avec John Wayne et compagnie, ils se comportent en vigilanté, en justicier. Il est la loi dans un monde sans loi, et son code rigide et sa discipline personnelle étant la seule constante. Il place alors le choix des individus non pas dans l'évolution de la société, mais dans la responsabilité personnelle. Et c'est quelque chose qui est très important dans le mouvement néoconservateur, et ça reste un débat politique aujourd'hui, auquel on est d'accord ou pas d'accord, c'est dans quelle mesure un individu est responsable de ses actions. Est-ce que c'est la société qui l'y amène, ou est-ce que c'est sa responsabilité personnelle? Pour le Punisher, il n'y a pas de doute, c'est systématiquement la responsabilité personnelle. Il n'y a pas de pardon possible. Les rares occasions où ils sont cléments cachent en général un objectif plus global. En général, il met un micro sur le criminel qui laisse en vie juste pour qu'il le ramène aux autres criminels et pour pouvoir tous les tuer au même moment. C'est ainsi que se pose la question de la symbolique du Punisher, auquel beaucoup de monde s'attache. Et on a ce fameux run qui n'a duré très peu de temps, que 4 numéros, où on apprend qu'en fait le Punisher est un tueur angélique avec des guns au service du démon et traque les diables et le démon sur Terre. Ça n'a pas duré longtemps, mais ainsi on voit que le personnage commence à s'entourer de tout un symbolisme, un certain messianisme même. Il devient alors un peu le dieu vengeur, la loi du talion. Ça continue un petit peu, mais de manière beaucoup plus subtile, en 1994 avec le Punisher Year One, qui reprend un petit peu la base du personnage, refait un peu son origin story. Et vous pouvez voir qu'en fait, c'est le premier tome, celui où sa famille se fait massacrer. Vous voyez ces enfants morts qui ont des ailes de chérubin, lui-même qui est baigné dans une espèce de lumière un peu divine. Et ainsi, vraiment, le Punisher s'entoure de tout un symbolisme religieux, vraiment comme s'il était prédestiné, et ça va avec les croyances protestantes américaines, prédestiné des fois à devenir le Punisher en fait. Et c'est pas la seule interprétation du personnage qui est proposée justement. Certains auteurs décident de nous présenter un côté un peu religieux de la chose, d'autres au contraire nous présentent un côté beaucoup plus humain. Dans War Journal 1 de 88, on a accès à une histoire du Punisher assez banale, mais en fin de chaque page, vous avez une autre histoire qui progresse dans le même temps. Et en fait, cette histoire nous montre le jour où la famille du Punisher s'est fait massacrer, alors qu'il jouait au cerf-volant. L'histoire du Punisher continue et il manque de se faire tuer par inadvertance alors qu'il n'est pas vigilant, ce qui est très rare pour le personnage. Et en fait, il s'avère que c'est le jour de l'anniversaire de la mort de sa famille. C'est le jour où elle a été fusillée. Et on retrouve justement, à la fin du tome, le Punisher seul, un être humain perdu, triste et mélancolique, qui se mange un sandwich dans le fameux parc en laissant un cerf-volant s'envoler. Pour la première fois dans la série, on n'a pas en haut l'entrée journal de guerre. À la place, on a un poème de Robert Frost
qui nous dit « Les bois sont charmants, sombres et profonds, et j'ai des promesses à garder, et bien encore du chemin à parcourir avant de dormir. » C'est un très très bon numéro du Punisher que je conseille également, qui justement commence à nous mettre en avant un homme, pas une machine de guerre, un homme blessé, un homme seul. C'est également repris dans la série Punisher Max de 2011, qui est extrêmement intéressante également, et que le dernier numéro nous présente un flashback dans lequel le Punisher revient du Vietnam et vraiment est incapable d'arriver à se lier à sa famille. C'est-à-dire qu'il est impuissant physiquement, même, il n'arrive pas à faire l'amour à sa femme, il n'arrive pas à considérer ses enfants comme les siens, il n'a pas de passion, il n'a pas de hobby, et il vit la vie comme un zombie. Encore une fois, on retrouve ici une interprétation des troubles de stress post-traumatique traditionnels chez les vétérans de guerre américains. Il en vient même à parler avec sa femme de divorce au moment où elle se fait faucher par la mafia dans le parc. Et ainsi, il nous le dit, il se réveille donc à l'hôpital, il commence à traquer les personnes qui ont tué sa famille, et à ce moment-là, il nous dit, ceux qui avaient mêlé ma famille à leur guerre, je les ai tous tués, et puis j'ai continué. À ce moment-là, il prend un meurtrier qui travaille dans un abattoir et lui met la tête dans le tranchoir à viande, comme vous pouvez le voir derrière. Je ne sais pas exactement quand je suis devenu ce que je suis aujourd'hui, peut-être au Vietnam, peut-être au parc, ou peut-être étais-je ainsi depuis le début, mais je sais juste qu'une fois que j'ai accepté, je l'ai vite compris, je ne m'arrêterai jamais. Donc vraiment, voilà, on a tout ce symbolisme autour du personnage qui est complexe. Tantôt c'est un tueur divin, tantôt c'est un homme troublé, seul, perdu, et certains auteurs se lâchent vraiment dans le loufoque, avec quelques petits exemples ici. Alors on a le Punisher Blackface, ça s'est pas très bien passé dans les années 80, il n'est pas resté noir longtemps, mais ça passerait très, très mal aujourd'hui encore, je pense, et d'essayer de redevenir de retourner dans l'anonymat. Et le chirurgien esthétique lui change la couleur de sa peau. On a le Frankencastle, où il mord et revient en zombie. Alors ça c'est pareil, c'est what the fuck complet. On a un de mes personnages favorites tout au bout, c'est une version alternative de l'univers du Punisher dans lequel il est le Sorcerer Extreme. Là où le Dr Strange est le sorcier suprême, le Punisher est le sorcier extrême et chasse des démons avec des guns magiques. Donc voilà. Mais certainement ce qui nous touche le plus dans le fait que les auteurs se lâchent un petit peu, c'est qu'en 2017, dans Secret War, on nous livre le Punisher High Hydra. C'est un run qui a été multi-comics, qui vraiment a touché plusieurs comics, dans lequel Spencer, l'auteur, en fait, justifie le fait que l'auteur a décidé de faire passer le Punisher chez Hydra, qui est un groupe néo-nazi fasciste qui prend le contrôle des États-Unis. Parce qu'en fait, tout simplement, pour la première fois de sa vie, il a le droit de travailler dans la légalité. C'est-à-dire que l'État fasciste lui donne toute liberté pour traquer et tuer les gens qui sont hors la loi. Donc vraiment, vous voyez, le personnage, le corps reste toujours le même, c'est-à-dire les 4 règles que j'ai établies au début restent les mêmes. Il est en guerre, c'est un soldat, sa mission rien ne l'arrêtera, et Frank Castle est mort, maintenant il n'est plus que le Punisher, mais il peut être un homme fragile, un croisé divin, ou même un tueur fasciste. Ce qui nous amène au fait que ce soit un marginal. Vous voyez quelques images de team-up ici. Le Punisher team-up assez régulièrement avec d'autres héros. Il a fait partie des Marvel Knights, des Defenders, des Thunderbolts. Tout autant de publications que vous pouvez retrouver assez facilement. Mais ça se passe toujours très très mal. Ça finit toujours très très mal. En général, ce qui se passe, c'est qu'il y a une grande menace et on a besoin de quelqu'un pour faire le sale boulot. Donc on demande au Punisher de venir, ou alors le Punisher est en train de traquer des criminels et un héros tombe dessus. Il y a une association qui se fait, et puis à un moment le criminel est plus ou moins vaincu, le Punisher essaie de lui mettre une balle dans la tête, et le super-héros n'est pas d'accord. Et en général ça finit avec l'un des deux tabassé, et le criminel mort ou pas mort. C'est toujours le même fonctionnement, ça revient très régulièrement, et c'est pour ça que le Punisher est un petit peu le meilleur ennemi de nombreux héros. C'est le cas de Daredevil, c'est le cas de Spider-Man, vraiment il revient très souvent, et il s'associe beaucoup aussi avec certains marginaux de l'univers Marvel. On peut penser à Elektra, qui est une assassin qui a eu une espèce de lavage de cerveau magique par une bande de ninjas. On peut penser à Moon Knight, qui est un justicier extrêmement violent qui souffre de troubles de personnalité multiples. Donc vraiment, il récupère un peu tous les bras cassés de l'univers Marvel et il s'associe avec eux. Et en général, eh bien, comme vous pouvez le voir, ça se termine mal.
Alors là, on en a plusieurs. En haut, on voit toutes les têtes des super-héros Marvel sur des pics. C'est une espèce de petit one-shot un peu fun qui s'appelle Marvel Universe versus Punisher, où il tue tout le monde. Et il y en a plusieurs, c'est assez récurrent. Il y a bien 2 ou 3 séries où il tue tout le monde dans l'univers Marvel. On a, j'aime beaucoup quand il se bat contre Wolverine et qu'il lui tire dans les testicules avec un fusil à pompe scié. Puis en bas, on a quand il tire sur Daredevil lors d'un de leurs nombreux conflits. Et à côté, on a peut-être 2 de ses vrais alliés qui restent plusieurs temps dans la série du Punisher, qui en fin de compte sont des humains comme lui, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas de super pouvoir comme lui. On a Microchips en bas et Rachel Cox en haut, qui en fait sont tous 2 des humains qui ont souffert du crime, exactement comme lui. Micro, qui est un peu son gadget guy, son spécialiste en tech, a vu une partie de sa famille se faire assassiner par la mafia et la pègre. Et Rachel Cox, ici, a vu son mariage se transformer en fusillade quand des bandits sont arrivés pour massacrer tout le monde à son mariage. Le Punisher la prend un peu sous son aile pendant un moment, mais on réalise rapidement qu'il y a un clivage assez marqué entre les 2, parce qu'elle déteste les criminels, elle est en colère contre eux, donc elle est passionnée quand elle fait de les traquer et de les tuer. Le Punisher, lui, il est froid, il est cynique. À un moment, elle lui dit « Mais comment tu fais pour rester aussi calme? Je ne comprends pas. » Et il lui dit « Je suis mort. Les morts ne sentent pas, les morts ne ressentent pas. Tout ce que je fais, c'est les tuer tous. » Et ainsi, régulièrement, ça finit également mal. Micro se fait tuer par la pègre, Rachel se fait arrêter par la police, alors que le Punisher l'abandonne plus ou moins, en lui disant bien je veux que personne soit comme moi, en fait. Absolument pas envie que les gens soient comme moi. Donc on a vraiment un super-héros qui, bien qu'il apparaisse dans une ordre de publication, est solitaire. Et tend à le rester, en général, c'est mieux pour tout le monde. Et enfin, pour finir un petit peu cette présentation du personnage qui se veut... Je veux dire, vous connaissez un petit peu les comics, ou peut-être pas d'ailleurs, mais il y a des histoires de continuité, d'univers parallèles. Il y a plus de 50 ans de publication. Je ne peux pas tout balayer aujourd'hui, mais j'essaie de vous présenter un peu ce qui pourrait vous intéresser, justement, à aller lire des comics de ce personnage. Et on va finir sur une note très sérieuse, un peu perturbante, si vous voulez mon avis. C'est que c'est un des, entre guillemets, anti-héros de l'univers Marvel qui transite le plus dans le monde réel. Et pas auprès de n'importe qui, auprès notamment des forces armées et des forces de l'ordre américaines. C'est ainsi que l'unité du sniper Chris Kyle, dont vous pouvez trouver l'autobiographie, qui est à ce jour le sniper avec le plus de kills confirmés de l'armée américaine. C'est-à-dire qu'il a tué au sniper plus de 150 personnes en Irak. Est un grand fan du personnage. Il lit des comics sur le front de bataille avec le Punisher. Et vous voyez le symbole de son escouade ici qu'il a fait faire avec la tête de mort du Punisher et un symbole de sniper dans l'œil, sur laquelle on peut lire « Malgré ce que votre mère vous a dit, la violence effectivement résout les problèmes ». Donc voilà, c'est un soldat, son corps d'armée s'appelle The Punishers. Et quand on l'interviewe sur la question, il dit « Il répare les torts, il tue les méchants, il fait en sorte que ceux qui ont des choses à se reprocher aient peur de lui. » C'est pour ça qu'on a peint et tatoué son symbole partout où on pouvait en Irak, sur tous les murs. On voulait que les personnes le sachent. On est là et on va vous déglinguer la tête. Donc voilà un petit peu le genre d'idéologie aussi qui attire chez le personnage et qui se retrouve du coup chez les militaires américains, en sachant que ça a été repris par les forces de défense irakiennes, le symbole, contre l'État islamique, et que vraiment ils le mettent sur les bandes de munitions, sur leurs casques, sur les tanks. Et j'ai pas mis les images ici pour des raisons évidentes, mais j'ai vu des photos de cadavres de soldats de l'État islamique avec une tête de mort du Punisher dessus, quoi. Donc vraiment, on est dans un moment où la fiction et la réalité se croisent d'une manière très perturbante. Mais le pire, certainement, c'est le mouvement Blue Lives Matter, qui a été notamment mis en avant par les forces de police du Kentucky. Vous pouvez voir, en fait, c'est le symbole en bleu, avec le drapeau américain et le bleu et blanc de la police, qui a été fait en opposition à Black Lives Matter par les forces de l'ordre américaines, où ils sont servis du symbole du Punisher comme mascotte un peu pour représenter que les vies des policiers avaient de la valeur dans leur lutte contre, et je cite entre guillemets, les forces du mal.
Je ne sais pas trop ce que c'est, mais voilà, c'est force est humaine. Ce qui veut donc dire que des officiers de l'ordre assermentés ont mis sur leur voiture de fonction le symbole du personnage qui a certainement tué le plus de monde, perturbant et terrible, dans lequel Gary Conway, l'inventeur du personnage, qui était objecteur de conscience pendant la guerre du Vietnam, se désole complètement de ça. Il a créé le personnage pour montrer les failles de la guerre. Aujourd'hui, bien évidemment, on le reprend. Et je passe très rapidement parce qu'on s'approche du bout, mais bien évidemment, le symbole a été repris énormément et très mal interprété et mal compris en général par des groupes extrémistes néo-nazis américains, notamment des suprémacistes blancs. C'est très récurrent parce que, encore une fois, vraiment, je ne défends absolument pas la logique, vous en doutez, mais ça va avec toute une logique de criminalisation ethnique extrêmement malsaine. Voilà, ils estiment que ce symbole-là permet de faire le ménage, entre guillemets. Donc vraiment, un de ces moments où la fiction et la réalité se mélangent de manière très perturbante. Donc pour conclure, quand on se penche sur l'étude du Punisher et son évolution, il apparaît évident que le personnage incarne sous bien des aspects le visage le plus dur de l'Amérique. Ce qui au départ devait juste être un nouveau vilain sans grandes ambitions, a fini par devenir un des personnages les plus célèbres de Marvel. Ce revirement de situation est bien évidemment dû à des choix de politique éditoriale, mais pas seulement. L'évolution de l'histoire, et notamment celle de la fin des années 70 jusqu'aux années 90, a énormément joué sur la popularité du personnage. Contrairement à d'autres super-héros que les auteurs ont adaptés pour répondre à la demande et à leur temporalité, le Punisher a peu évolué. Il s'est affiné, il s'est nuancé, mais il reste très fidèle à sa première apparition, un vétéran justicier au profil psychologique instable, avec une tête de mort sur le torse, qui abat les criminels. Le personnage a directement plu au public, cela signifie que loin de l'actualité et de l'évolution de l'histoire, il a fait résonner chez une partie de l'électorat des idées et des convictions qui, on le voit, peuvent être détournées aujourd'hui. Des idées dont certaines sont héritées des débuts même de l'Amérique et sont loin d'être les plus nobles ou les plus utopiques que le pays ait connues. Elles trouvent leur racine dans la vision d'un Dieu vengeur, d'une société unie mais qui laisse très peu de place pour les minorités et les particularités. Elle s'appuie sur l'intimidation par la violence, elle s'ancre dans le manque de confiance envers l'État et de manière plus large envers l'être humain. Elle rappelle certes le courage des premiers colons puis des cow-boys, mais également les lynchages, les exécutions publiques ou l'individualisme. À tout point de vue, le Punisher évolue dans un monde de super-héros, mais il n'en est pas un. Il est extrêmement éloigné des valeurs comme l'altruisme, la générosité ou la tolérance. Le seul pouvoir que possède vraiment le Punisher, c'est celui de distribuer la mort. Contrairement à la plupart des super-héros qui doivent souvent déployer d'immenses efforts justement pour ne pas tuer leurs opposants. Il ne crée rien et il punit. Il ne cherche pas à comprendre les causes, il prend uniquement en compte les conséquences. Certes, Frank Castle, de par ses actions, protège la population, mais sa croisade est complètement égoïste. La majorité de personnes ne lui a jamais demandé de faire la justice. La majorité de ce qui peut nous sembler en France et dans d'autres pays du monde souvent étrange quant à l'actualité américaine peut se retrouver dans le personnage. N'importe quel humaniste convaincu aurait toutes les raisons du monde, quelque part, de détester le personnage et du fait qu'on vende ses comics dans un pays où à peu près n'importe qui peut se procurer une arme à feu aussi. Et en même temps, le Punisher pousse ses lecteurs dans leur retranchement. Il éveille un instinct primaire en chacun d'entre nous, celui d'une justice sanglante et implacable. Il donne forme à notre colère. On peut ne pas aimer le personnage, on peut ne pas être absolument pas d'accord avec ses idées, et on peut aussi peut-être des fois ne pas s'empêcher de ressentir une certaine forme d'empathie envers cet homme dont la famille a été éliminée, dont la patrie l'a abandonné. À chaque injustice impunie, à chaque crime subi par nous-mêmes ou à nos proches, chaque fois qu'on est confronté à la cupidité, la haine, la violence, et que la société ne peut pas résoudre le problème, on peut peut-être, l'espace d'un fugace instant, souhaiter qu'un Punisher existe. Et à mon sens, c'est là toute la force du personnage. Merci de votre attention. Quelques conseils de lecture si jamais vous voulez balayer un peu le personnage.